et salutations à vous. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo sur l'univers de Cyberpunk Red, dans la première vidéo on avait vu un peu l'histoire entre 2020 et 2040. Dans la deuxième vidéo on a vu surtout les États-Unis, donc une Amérique en lock, aux frontières brisées et redécoupées, en pleine mutation, et nous avons le reste du monde. Maintenant, dans le reste du monde, on va déjà évacuer tout ce qui est le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient, dans la fin des années 90, a subi une terrible guerre thermonucléaire avec des belligérants, l'Iran, la Libye, l'Irak, le Tchad, les Émirats. Ils ont laissé en fait un véritable désert radioactif. Donc là, bien sûr, dans les années 2020-2030, forcément, ça fait 20 ans, 30 ans, puis 40 ans que cet holocauste thermonucléaire s'est passé, donc bien sûr, le Proche-Orient se reconstruit. Seule l'Égypte, la Syrie, Israël sont sortis à peu près épargnés de cette guerre thermonucléaire, et même leur mégalopole, en fait, leur capitale, forme de véritables immenses conurbations qui s'étendent à travers des centaines et des centaines de kilomètres et forment une véritable conurbation gigantesque, peut-être l'une des plus grandes que le monde ait connue, à travers des zones désertiques. La dernière guerre donc corporatiste était vraiment le dernier de leurs soucis, et en fait le Moyen-Orient et le Proche-Orient ont été épargnés par ce conflit. Par contre, le monde vit sans leur pétrole. Je dirais même que le monde s'habitue à vivre sans pétrole, peu à peu. Le commerce du pétrole et des matières premières se refait, bien sûr. Et ces trois pays tentent d'avoir une hégémonie par rapport à tout le Moyen-Orient, qui a été véritablement dévasté par maintenant une guerre quand même ancienne, mais comme elle a été thermonucléaire, forcément. Le Moyen-Orient se rebâtit, a été bien, comme je vous disais, un peu en dehors de cette quatrième guerre corporatiste. Alors, l'Europe. Je vais vous parler maintenant de l'Europe un peu et du théâtre européen. Alors, l'Europe a été touchée sévèrement par la guerre corporatiste. Elle en a payé un prix sévère aussi. Mais elle est quand même moins désunie que les États-Unis. Donc, l'Europe en fait avait fondé son espoir aussi sur ses colonies orbitales et l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale européenne, donc la SE ou l'ESA, était une véritable méga corporation spatiale. Par contre, l'Europe, du fait de l'indépendance des orbitaux et de l'indépendance de l'agence spatiale européenne, donc là forcément l'Europe a perdu beaucoup. A perdu en fait toute sa fenêtre, pour dire économique orbitale, qui a été terrible. L'Italie, l'Espagne et la Grèce sont les plus sévèrement touchés par la quatrième guerre corporatiste. La France par contre s'en sert pas trop mal, parce qu'en fait elle avait toujours un état relativement fort, avec des renseignements généraux forts, des services secrets importants, qui ont noyauté très rapidement en fait ces corporations internationales, et ils ont conservé en fait la même mise sur elles. Et donc les grands industriels européens, les grandes corporations européennes ont été très rapidement muselés, quoi. Bon, après, malgré tout, il ne fait pas bon vivre en Europe, surtout que l'Europe se ferme un peu au reste du monde. En fait, l'État qui a le plus souffert, c'est les Royaumes-Unis. Le Royaume-Uni déjà subissait une crise économique immense. Elle a été véritablement submergée par une immigration massive et technologiquement à la traîne. Donc en fait, le Royaume-Uni, on pourrait dire que c'est un peu d'une certaine manière ramener bien sûr à l'échelle du Royaume-Uni ce qui se passe
aux États-Unis, quoi. Donc tout le Royaume-Uni s'est morcelé, il n'existe techniquement plus. Il y a des régions entières du Royaume-Uni qui sont retournées presque à un genre de pseudo-âge féodal technologique. Donc voilà. Donc le reste de l'Europe quand même récupère. On pourrait dire la France a bien récupéré. On pourrait dire qu'elle sort même très agrandie du lot. Elle est certainement la nation européenne la plus puissante. Elle a bien épongé les dommages financiers. Elle a nationalisé tout ce qu'il fallait nationaliser. Donc les corporations sont mises au pas. On ne parle même plus de méga corporations en France. Ce sont plus que des corporations. Elle a tout muselé. Et elle rebâtit les vieux centres industriels qui avaient été frappés par la guerre. Voilà. La Russie, elle, s'en sort pas. Elle est vraiment déjà, elle avait un retard, un gros retard technologique. Et donc, bon, elle est vraiment à la traîne, quoi. Moi, je vois la Russie comme à Babylone D, quoi. Une nation tiers-mondiste, en plus qui est ravagée par les néo-soviétiques. Qui veulent prendre le pouvoir, qui ont aussi le vent en poupe par rapport à la vieille oligarchie arrogante, corrompue, cupide, dangereuse, qui n'a aucun état d'âme, qui ne se refuse rien pour réaliser ses objectifs. Donc voilà. Donc la Russie est en proie à quand même un genre de guerre larvée qui n'augure rien de bon pour les années 30 et 2040. Dans l'Afrique, oui. Alors l'Afrique, elle, par contre, l'Afrique n'a fait que monter en puissance durant les années 2020, 2030 et 2040. Déjà, la nouvelle Afrique est née par l'essor du commerce avec les orbitaux. En fait, presque 50% de la population des orbitales viennent du continent africain. Les pays africains accueillent de nombreux bastions des orbitaux. Tout le trafic vers le théâtre orbital se passe en Afrique. Bon, déjà, il y a une catapulte électromagnétique, celle du Kilimandjaro, et il y a de nombreuses bases aussi transorbitales. Voilà, l'Afrique est tournée vers l'espace et se sort vraiment agrandie de la 4e guerre corporatiste, même si les orbitaux ont pris leur indépendance durant la guerre corporatiste. L'Afrique véritablement est une zone franche pour les orbitaux. Elle a véritablement déclaré sa neutralité. Et donc, elle reste ouverte et forcément, les orbitaux la considèrent comme un allié terrestre de poids. Donc, sa même mise sur l'espace n'est pas si remise en cause que ça, quoi. Avec tous les avantages qu'elle a par rapport au fait que son peuple est tourné vers l'espace et tout, l'Afrique est vraiment peut-être la superpuissance des années 2030 et 2040. Donc voilà, l'Afrique est très puissante et puis elle n'est plus du tout cette mosaïque de pays en guerre dirigés par des régimes dictatoriaux néo-démocratiques ou pseudo-socialistes. Donc là, franchement, elle est bien plus puissante. Alors maintenant, si on se tourne vers l'Asie, l'Asie est vraiment une mosaïque d'États-nations blessés. Donc le Japon pense ses plaies énormes avec la déconfiture d'Arasaka. Des coups d'État aussi, parce que la corporation, quand elle a senti que ça allait mal, elle n'a pas hésité à faire un coup d'État. Ce coup d'État, bien sûr, a capoté, donc a laissé le Japon exsangue. La Chine a perdu Hong Kong, la toute puissante conurbation d'Hong Kong. La Chine est brisée aussi, exsangue au bord du gouffre, car
elle peine en fait à contrôler son vaste territoire qui s'insurge. La Corée s'est complètement isolée, que ce soit la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord a véritablement sombré dans le chaos parce que Arasaka avait quasiment un contrôle de toute la Corée du Nord. La méga corporation avait étendu toutes ses tentacules sur la Corée du Nord et les chefs de guerre en fait de ces petits royaumes étaient complètement dévoyés à Arasaka. Les Philippines et l'Asie du Sud-Est et l'Australie sont isolées, dévastées par des affrontements violents par les mégacorporations. Elles sont véritablement laissées pour mortes. L'Australie est un véritable désert, au propre comme au figuré. Disons qu'on peut s'imaginer Mad Max en Australie sans problème. Les Philippines, c'est un océan de chaos et de coupe-gorge et de pirates sans foi ni loi. Donc en fait, toutes ces régions pourraient vite tomber sous le giron d'un État-nation puissant ou de nouvelles corporations qui s'élèvent. Ce sont véritablement des cadavres à dépecer. Cette Asie est vraiment morcelée. Voilà. Et je vais finir juste par rapport à l'Amérique centrale et du Sud. Donc avec la chute et l'effondrement de l'Amérique, toute l'hégémonie américaine est tombée. Et donc l'Amérique centrale et du Sud se sont véritablement effilochés, avec quand même deux factions puissantes qui sortent, nationalistes, le Brésil et la Colombie, qui assouvissent les souhaits des corporations pour leur propre soif de pouvoir et de richesse. Donc ce sont des États quand même corrompus, extrêmement corrompus, où la population vit dans une misère quasi médiévale. Donc tout est à reconstruire. Il y a, je dirais, quelques conurbations qui sortent un peu du lot, mais toute l'Amérique centrale et du Sud est retournée dans un genre de pseudo-âge sombre, teinté de néo-technologie, mais vraiment, voilà. Donc c'est pas très réjouissant. À la fois, ce que je pourrais dire, c'est que ces États, maintenant, les gens peuvent vivre des petites vies quand même à l'écart du chaos mondial. Voilà, donc pour conclure, forcément, le monde à l'ère du rouge n'est pas top, il est en pleine mutation. Après, il y a des petits endroits où il fait quand même bon vivre, où il y a une relative paix. Tout n'est pas terriblement sombre. C'est une nouvelle vie, les gens sont quand même nourris d'espoir, il y a des reconstructions, des choses changent, mais c'est vrai qu'il y a des zones dans le monde qui sont incroyablement sombres. Oui. Comme je vous disais, un peu l'Australie avec une version Mad Max qui pourrait très bien passer, des mers aussi, des mers asiatiques incroyablement contrôlées par les pirates et tout ça, donc par des gangs et tout, donc forcément c'est pas réjouissant. Voilà, c'était le monde à l'ère du rouge, donc un monde qui s'ouvre quand même vers autre chose. Voilà, un monde en pleine mutation. Allez, à ciao.